Elle fut pendant des décennies l'une des protectrices les plus efficaces des cieux européens. Mais après la guerre froide, elle a subi, comme toutes les grandes aviations du vieux continent, une diminution de ses effectifs. Ce mouvement s'est prolongé et en 2022, elle se retrouve au bord du précipice et nous pesons nos mots. Cette semaine chez Defense Insider, le déclassement de la Royal Air Force. Politiquement intenable. La Grande-Bretagne, avec son style propre bien sûr, pratique une redéfinition de sa stratégie de moyens, de ses programmes militaires et de son rôle international dans différents rapports et projets de loi à intervalles réguliers. Ces textes sont un équivalent des livres blancs de la défense et autres lois de programmation militaire que nous pratiquons en France. Ennemi de la langue de Shakespeare, s'abstenir pour la suite du propos, le document général regroupant l'avenir militaire britannique se nomme la Strategic Defense and Security Review et l'édition 2021 ne se cachait pas de repousser la RAF vers le déficit capacitaire. Elle admet une intensité d'engagement maintenue au niveau actuel, mais avec moins d'effectifs, les unités restantes devant assumer plus de rôles grâce à des équipements plus modernes. De cette review découlent deux autres documents. Le premier porte le nom du Global Britain. Il contient les recommandations sur la géographie des déploiements et les priorités des missions à honorer. Il a indiqué clairement qu'il faut repositionner le Royaume-Uni à l'est de Suez, une stratégie qui fut élaborée post-Brexit et qui cherche encore sa véritable définition. Enfin vient l'estocade, les décisions programmatiques prises au beau milieu des négociations du Brexit, le pire moment pour décider de l'avenir de ce qui était la première armée d'Europe. Nous voulons pour ce sujet essayer d'être exhaustifs, donc nous allons balayer capacité par capacité et voir la direction que prennent les aviateurs britanniques, avec quelques chiffres et éléments de réponse, une flotte plus moderne et plus réduite, avec un prix autre que financier à payer, celui du déclassement. Les avions de combat. 2021 fut l'année de la refonte mais surtout de l'arrivée du F-35B avec 21 livraisons. Oui, F-35B, car la Royal Air Force va partager certains appareils avec la Royal Navy pour pouvoir armer les deux porte-aéronefs classe Elizabeth. La cible initiale est de 138 chasseurs bombardiers, mais pourrait bien être réduite si la politique de défense britannique continue dans cette direction délétère. Début 2022, la RAF attendait une trentaine d'appareils auxquels déjà l'un d'entre eux peut être soustrait après son crash en Méditerranée et sa récupération disputée. Cela fait maintenant quelque temps que les mythiques Tornado ont été radiés des cadres et que le Typhoon est l'épine dorsale de l'aviation britannique. En 2022, l'effectif est stabilisé à 131 avions, mais répartis sur plusieurs tranches disposant de capacités plus ou moins abouties. En effet, tout comme le Rafale, le Typhoon a évolué par tranche, accédant ainsi progressivement à un éventail de missions plus large. Les Eurofighters de la tranche 1, ne disposant que des capacités RR et accusant déjà un grand nombre d'heures de vol, vont être progressivement retirés du service. Pour 2025, il faut s'attendre à 6 chasseurs en moins, mais l'objectif terminal est d'atteindre le seuil de 125 Typhoon opérationnels. La réorientation des fonds permettant de moderniser avec des radars AESA une partie de la flotte et d'augmenter le volume de munitions disponible. Le serpent de mer qui rôde dans l'esprit des dirigeants de la RAF est d'une autre nature, car il n'existe pas encore. Le FCAS, Future Combat Air System, a déjà englouti plus de 4 milliards de livres uniquement pour l'aéronef principale, et on ne peut encore chiffrer le coût que va coûter le développement du Loyal Wingman associé, à savoir le Mosquito. Une architecture et un nom qui rappellent notre SCAF, sauf que dans son cas, les partenaires sont suédois et italiens. Ce programme est d'ores et déjà mal engagé et provoque de multiples débats tant en termes de souveraineté technologique que de participation financière. Cela ne vous rappelle rien ? Airborne Early Warning and Intelligence. Initialement, la RAF pouvait se targuer de posséder 6 E-3D Sentry, un appareil célèbre mais surtout capital dans l'optique de la surveillance et de la conduite d'interception au-dessus des îles britanniques, ou tout simplement de mener des opérations complexes autour du monde. Renonçant à les moderniser, les Britanniques les retirent tous du service pour 2023. Les remplaçants sont déjà désignés, 3 E-7 Watchtail pour 2,7 milliards de dollars. Voilà, nous y sommes, une rupture capacitaire propre et franche. Vous le savez, le renseignement, lorsque l'on veut se déployer loin et longtemps, devient rapidement la ressource principale dans la conduite des opérations. Nous pensions qu'avec cette vision du Global Britain, la RAF allait voir ses capacités ISR augmenter ou au moins subir une modernisation. Bien au contraire, en mars 2021, l'annonce du retrait des 5 Sentinelles R1 sonnait le début de la fin. Non content d'utiliser des capteurs obsolètes, ces avions achetés 850 millions de livres en 2008 ne seront purement et simplement pas remplacés. Il reste bien les Shadow R1, mais aux capacités trop limitées pour la nouvelle politique.
Les économies effectuées vont permettre de remplacer la dizaine de drones Reaper par 16 MQ-9B Protector en 2024. Seule activité notable en 2022, le passage à 3 pour les RC-135W Airseeker qui passent la majorité de leur temps à longer la frontière russe pour continuer d'entretenir la connaissance de la situation pour le renseignement militaire. Rule the sea, mais pas trop. Le Royaume-Uni n'a pas le choix, sa crédibilité passe encore et toujours par la mer et notamment par sa volonté capacitaire à surveiller l'Atlantique Nord. À la grande époque de la chasse aux sous-marins soviétiques dans l'Atlantique Nord, la RAF pouvait compter sur une trentaine de patrouilleurs maritimes Nimrod. En 2010, les derniers Patmar britanniques étaient remisés après l'abandon de leur programme de modernisation. Pendant plus d'une décennie, cette puissance maritime opéra sans aéronefs de patrouille, un suicide dans le cadre de la remontée en puissance russe. Les Anglais se sont donc tournés par dépit vers Boeing et le P-8 Poséidon avec 9 appareils en service actuellement. Au final, les prix des P-8, à savoir 3,9 milliards de dollars, étaient équivalents au maintien en service de 21 Nimrod MR2, à croire qu'il y avait une volonté de nuire. Pour se battre loin et partout à la manière de notre vidéo des Royal Marines, il faut pouvoir déplacer ses forces. Londres s'accroche à ses 8 C-17 Globemaster III comme véritable pont stratégique et renforce sa structure en ayant pu se faire livrer une vingtaine d'Airbus A400M. Malheureusement, ce n'est pas à la hauteur de leurs ambitions. La France en connaît quelque chose. Elle qui est engagée partout et dont le volume souffre de son manque de capacité de transport stratégique. C'est donc contre toute logique que les Britanniques retirent aussi du service leur 14 C-130J après à peine plus de 20 ans de service. Une rationalisation de moyens qui frôle l'absurde. Privatiser le régalien. La nouvelle logique financière et doctrinale britannique nous emmène encore plus loin dans un modèle de privatisation de la défense nationale. Prenons d'abord l'exemple de la formation et de l'entraînement des pilotes. En 2025, il restera moins d'une trentaine de jets d'entraînement Hawk en service avec des répercussions majeures sur le volume d'heures de vol de formation possible. C'est ce fait qui a motivé le mouvement d'externalisation avec l'entreprise Ascent Flight Training qui a comme maison mère Lockheed Martin. Elle se charge de tout. Fourniture des avions, des instructeurs, de la maintenance, mais aussi du volet hélicoptère de l'école de l'air britannique. Cette situation n'est pas temporaire, le contrat porte pour l'instant jusqu'à 2033. Vous me direz, la formation c'est une chose. L'armée de l'air française se paie bien les services d'agresseurs privés. Mais le recours aux firmes civiles à compétences militaires ne s'arrête pas là. La fonction essentielle du ravitaillement en vol est elle aussi impactée par la nouvelle politique. La flotte déjà réduite à 9 Voyagers, désignation locale de l'A330 MRTT, en conséquence a recours au consortium Air Tanker qui peut déployer jusqu'à 14 ravitailleurs pour 13 milliards de livres et ce jusqu'en 2035. Un autre constat qui en dit long sur les logistiques programmatiques décidées à Downing Street. Pour les hélicoptères, la musique est la même. Tous les Merlins ont été cédés à la Royal Navy, les Sea King en charge du sauvetage sont partis aussi, la fonction SAR étant passée sous responsabilité d'opérateurs privés. Le reste est disputé par quelques maigres effectifs d'appareils utilitaires et la vingtaine de vieux Puma. Deux lueurs d'espoir subsistent, la RAF possède après les dernières commandes une soixantaine de Chinook et la livraison d'une quinzaine de MQ-9B Protector, le successeur du drone Reaper. Pour conclure, un budget de la défense qui augmente ainsi qu'une qualité d'équipement revue à la hausse, le prix de cela me direz-vous ? Le pire dégrèvement capacitaire aérien d'Europe. Faire plus avec moins, la technologie ayant des limites que le terrain commande et toutes les prophéties autoréalisatrices n'y feront rien. Les compensations ordonnées ne seront pas suffisantes et la capacité des Britanniques à rester un partenaire majeur de défense perd en crédibilité. L'avenir de la Royal Air Force est bien sombre. Et même d'un point de vue français, railleur sur la perfide Albion, une perte assumée de puissance d'une telle ampleur n'est de bon augure pour personne en Europe occidentale.